On se retrouve pour un nouveau challenge de reverse engineering deck the box, Impossible Password. Et alors, j'ai beaucoup de choses là dans mon fichier. D'habitude, j'ai juste les exécutables ou autres. Mais là, il se trouve que comme j'ai dû ouvrir déjà Ghidra en amont pour préparer un petit peu la vidéo, et aussi, vous le voyez, un petit script Python qui va nous aider plus tard. En réalité, le fichier qui nous intéresse là, c'est impossible underscore password.bin. Déjà, c'est un format qu'on n'a pas trouvé très, très souvent. Si on fait file impossible hop password, on voit que bon, bah, c'est un fichier en soi exécutable, hein, donc il n'y a pas on peut tout de suite le lancer. Il faut juste bien mettre les permissions dessus, enfin les autorisations. Je me semble de souvenir que j'ai du chmod dessus, plus X au moins. Mais par contre, ce qui est intéressant, enfin, et ce qui peut être problématique, ce qui va être problématique entre guillemets, c'est qu'il est stript, donc on n'aura pas de symbole de débugage. Donc ça rend la tâche un petit peu plus compliquée globalement. Ici, si on essaye de l'exécuter, hop, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous demande une chaîne de caractères, une entrée en tout cas. Donc je sais pas, je vais mettre password, imaginons. Ça ne fonctionne pas. Enfin, en tout cas, ça ne fait rien. Ça l'a juste mis entre crochets à la limite. Du coup, on sait que par habitude, souvent, quand on a un challenge qui concerne un mot de passe, c'est qu'on doit trouver le bon mot de passe pour pouvoir trouver, pour avoir le flag. Pour le fichier exécutable, comment il traite ça, on ne sait pas encore exactement, mais globalement, on sait qu'à un moment donné, il doit faire une comparaison entre l'entrée utilisateur et lui, ce qu'il a en données sauvegardées. Donc il y a deux solutions possibles. Soit vous tapez string, machin, vous faites impossible password, point bin, alors string avec un S, à chaque fois je mets pas de S, ça va pas le faire. Comme ça on voit toutes les chaînes de caractères qu'il y a dedans, mais potentiellement s'il y en a beaucoup, bah, ça va peut-être pas nous aider. Là, on voit qu'il y en a une, hein, Super Secret Key. Donc, je vais la copier parce que ça va nous servir quand même. Mais ça peut être ça comme ça peut ne pas être ça. Sinon, l'autre objectif, c'est de regarder, parce que quand on fait string ici, on voit qu'il y a strcmp, donc string compare. Donc ça veut dire que c'est comme ça, c'est avec cette fonction-là, qui va comparer ce que lui, il a dans son fichier, on va dire en base de données, entre guillemets, et l'entrée utilisateur. C'est pas une base de données parce que c'est un exécutable comme ça, quoi. Et une des manières de voir ça, c'est d'utiliser ltrace. Ltrace, donc en fait, il va nous montrer tous les appels aux librairies externes comme strcmp qui vient d'une librairie externe, et on va pouvoir bah, avoir plein d'infos. Donc je vais faire ça, ltrace, et vous voyez, en gros là, je vois que bah, il utilise par exemple le scanf, qui est aussi une fonction qui est pas, qui vient pas comme ça par magie, mais qui vient d'une librairie où on peut utiliser scanf. Donc là, je vais mettre, bah, vous savez quoi, je vais mettre encore une fois password, je vais mettre n'importe quoi. Et quand j'appuie sur entrée, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il a bien fait l'utilisation de string compare ici. Donc il a comparé ce que j'ai mis, moi j'ai mis password, et il a comparé à super secret key. Et effectivement, bah, ça marche pas, donc il s'arrête là. Donc du coup, on peut se dire, bah tiens, je vais tester, je vais continuer, et je vais faire impossible password.bin. Maintenant, je sais ce que je dois rentrer super secret key, donc je vais rentrer ça. Et là, ça ne s'arrête pas. Apparemment, il nous demande une autre entrée. Il nous demande une deuxième chose, un deuxième mot de passe en soi. Et il rajoute juste deux petites étoiles ici, là, vous voyez, au lieu de une, comme quand on l'a lancé comme ça. Je vous remontre ici, quand on l'a lancé comme ça. Et là, et c'est tout, et il nous demande un autre mot de passe. Donc on peut se dire, bah, je vais encore une fois hacker entre autres la chose, bah, comme j'ai déjà utilisé ltrace, et je vais voir à quoi il compare. Donc là, je vais passer, je vais remettre Super Secret Key, parce qu'on s'en fiche, on le connaît pas encore. Et là, on voit quoi? On voit que déjà, il a utilisé la fonction time et srand. Srand, c'est pour tout ce qui est le seeding du random. Ok. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il fait quelque chose avec une génération entre guillemets aléatoire. Et bah, après là, les rands là qu'on voit plusieurs fois d'affilée, c'est ça en gros. Et on voit encore une fois notre string compare. Et on se dit, bah tiens, bah ok, bah mon super secret key, il a été comparé à cette chaîne de caractères là. Sauf que le problème, c'est que cette chaîne de caractères là, et ben justement, elle est random. Euh, alors, impossible, pardon, hop, je ne savais plus le nom. Hop, voilà, je vais réessayer, hein, juste pour vous montrer.
Je passe de nouveau Super Secret Key. Donc, la première vérification, je sais que c'est bon, ça c'est bon. Deuxième vérification, je remets Super Secret Key, puisqu'on s'en fiche, c'est juste pour voir. Et on voit que là, la chaîne de caractères ici est de nouveau différente de celle à laquelle il comparait avant, ici. Et autant de fois je lance le petit logiciel, le petit programme, bah, autant de fois j'aurai une comparaison différente. Donc, ça veut dire quoi? On peut pas l'attaquer comme ça. Alors, il y a sûrement des moyens d'attaquer SRAND et RAND, hein, de manière générale. Je pense que même avec le debugger, si vous lancez pendant que ça se passe et que vous arrivez à pause le programme, vous pouvez comparer des registres en sachant en avance, en regardant en avance quel registre il va comparer avec quel registre, et du coup essayer de déterminer des choses comme ça. Donc c'est sûrement attaquable, mais c'est pas le plus facile, et nous en général on aime bien faire les choses les plus faciles pour aller le plus vite possible, et aussi parce qu'on est un peu feignant. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Et ben à ce moment-là, on va ouvrir Ghidra. Et là, le Ghidra, comme on a dit, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas de, il y a pas, en fait, vous voyez ici, les fonctions, elles n'ont pas de nom particulier. Il y a juste main. Alors main, c'est moi qui l'ai renommé main, hein, c'est moi qui ai fait un clic droit. Et je sais plus si j'ai fait sur Ghidra, je sais jamais, mais j'ai dû faire soit un namespace, soit quelque chose comme ça. Mais peu importe, j'ai renommé en tout cas. Mais de base, c'est pas comme ça, quoi. Donc, alors hop, je recharge juste, pardon. Donc du coup, j'ai juste changé le nom de main, mais sinon il n'y a aucun symbole. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai exploré chaque fonction comme ça un petit peu. Moi, j'ai vu que celle-ci a été vide, j'ai vu que celle-ci c'était vide, j'ai vu que ça, il n'y avait pas grand-chose. Alors j'aurais pu aussi naviguer tout simplement ici, hein, dans la fenêtre avec le code assembly, debugger, tout ça. Mais je regardais plus facilement. Là, je vois qu'il y a une fonction quelque part. Donc c'est la fonction qui finit par 78D. Donc peut-être qu'il y aura un appel à cette fonction quelque part plus tard, je ne sais pas. Je vois aussi que celle-ci, qui finit en 78 aussi, il y a quelque chose dedans. Puis j'ai exploré comme ça jusqu'à trouver bah, quelque chose qui me semblait être le main sans être dit, parce qu'il n'y a pas les symboles de débugage. Et surtout, j'ai retrouvé quelque chose qui m'a tout de suite sauté à l'œil, c'est Super Secret Key. Super Secret Key, on sait qu'à un moment donné, il est comparé. Donc on sait que c'est intéressant ici. Donc on voit que bah, il y a beaucoup de choses. J'ai fait une autre modification aussi, j'ai oublié de la changer avant la vidéo. C'est, alors je vais rouvrir un petit peu en grand, Hydra, ce sera mieux. Hop. C'est ici les valeurs. En fait, là, on a des variables qui normalement sont pas exprimées comme ça en décimales, mais qui sont exprimées en hexadécimales, comme ça. Donc 0x41, le 93, bah, il est exprimé en 0x5d, etc. Mais je les ai changés en décimales et vous allez voir pourquoi un petit peu plus tard. Je les gardais en décimales. À la base, ça l'était pas. Donc en tout cas, j'ai lu tout ça, j'ai vu qu'il y avait toutes ces variables à qui on attribuait des valeurs. Et ensuite, j'ai regardé, ben, je vois qu'il y a effectivement le print et le string compare. Et c'est la première en fait comparaison qu'on a eue. Avec local 10, hein, c'est la variable super secret key. Donc ça veut dire que j'étais sûr que j'étais dans le main du coup maintenant, puisque je sais comment il fonctionne, et je vois bien qu'il nous fait en plus là le print avec les deux étoiles au lieu d'une, donc du coup je sais que c'est le bon endroit. Et quand je regarde cette partie-là, du coup, je vois que en gros, il fait une comparaison ici, strcmp, donc de mon entrée utilisateur, local 28 c'est l'entrée utilisateur que j'ai fait juste avant dans le scanf. Là aussi, on l'a vu quand on a fait ltrace. Donc, c'est la fonction qui est utilisée pour prendre l'input utilisateur. Et il le compare à ce underscore underscore S2. Et quand on regarde ce underscore underscore S2 qui est juste au-dessus, ben, on voit que ça fait appel à une fonction. La fonction 004 0078D. Et effectivement, c'est celle qui finit par 78D qu'on avait vue juste avant. Et on voit qu'il se passe des choses là-dedans. On voit qu'il fait un appel à time à l'intérieur. Et il fait bien le srand. Et le srand aussi, on l'a vu tout à l'heure dans le ltrace. Donc on sait que ça, c'est ce qui génère le mot de passe aléatoire. Mais on a dit que c'était pas facile ça. Et quand on regarde le code là comme ça, bon bah on peut sûrement encore une fois l'attaquer, hein. Il y a sûrement des possibilités de l'attaquer. Mais concrètement, ça m'a pas l'air hyper facile. Donc du coup, je me suis dit, pour une fois, parce que c'est rare, et je me rappelle avoir fait dans la vidéo Hack the Box Wide, qui est aussi un challenge de reverse, où on s'était rapidement dit ça, on s'était dit, mais en fait là, souvent, c'est plus facile d'attaquer
la génération de la clé ou d'attaquer le fonctionnement du programme, parce que dans Hack the Box Wide, une vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne, bah, en fait c'était plus facile d'attaquer en fait le fonctionnement du logiciel en lui-même pour réussir à obtenir le flag. Mais là, en fait, pour une fois, et c'est assez rare, on va pas s'attaquer à ça, on va s'attaquer à la génération du flag. On le fait pas souvent parce que souvent c'est très compliqué, parce que justement ils essayent plus de vous pousser à attaquer autre chose. Mais là, en fait, en le regardant, puisque on a trouvé hein, on voit cette fonction ici. En gros, pour vous expliquer, ici il fait la comparaison donc avec le mot de passe généré aléatoirement sur cette ligne-là. Et une fois que c'est vérifié que c'est bon, s'il n'y a pas de différence entre l'input utilisateur et le mot de passe qui est généré aléatoirement, et ben du coup, il fait un appel à une autre fonction et en plus de ça, il prend ici l'adresse de local 48. Local 48, c'est cette variable ici, qui a été exprimée en hexadécimal par défaut, hein, 0x41, et qui correspond en décimal à 65, et en caractère à la lettre A. Donc on sait que ça, c'est la génération du flag. Donc c'est pour ça que je vous ai parlé du A, là, parce que le flag il va être écrit en lettres, hein. Ça va être HTB, ouverture des brackets, là, je sais plus comment on dit en français, et quelque chose à l'intérieur, fermeture des brackets. Donc je me suis dit, bah tiens, on va aller voir cette fonction-là. Et cette fonction, bon, on la retrouve ici, hein, hop. Et celle-ci, elle a l'air rapide, hein, elle avait l'air simple. Elle a l'air plus simple que la fonction srand, etc. Du coup, si on la regarde bien, c'est une fonction void qui prend un pointeur. Donc effectivement, on lui fait passer une adresse, hein. On a vu hein, le e commercial et puis une valeur, enfin local 10 qui était égal à 0x41, etc. Et si on regarde, en gros, il déclare des choses, local 14 égale 0, etc. Et là, il fait une boucle while, où en gros, il dit que tant que local 10 est différent de 9, et que local 14, qui vient juste d'être déclaré aussi, est inférieur à 0x14. Donc 0x14, c'est quoi? C'est si on le change en décimale à 20. Parce qu'en gros, un local 14 égale 0 comme ça, quand vous voyez ça, vous pouvez changer de nom, hein. Vous pouvez mettre rename variable, c'est i. C'est l'équivalent de i, c'est votre itérateur. C'est ce qui vous permet de bouger dans votre boucle, quoi. Vous voyez à la fin, vous avez un i égale i plus 1. Ben, c'est pour justement que la boucle soit pas infinie et qu'on passe de 0 jusqu'à 20. Et après, à 20, on s'arrête, quoi. Même s'il y a une autre vérification ici avec local 10 différent de 9. Mais bon. Et qu'est-ce qu'il fait dans cette boucle-là? En gros, il utilise la fonction putchar, donc c'est pour put des chars, des caractères en gros, donc c'est comme si vous vouliez print quelque chose en gros. Et il prend la valeur de local 10 et il fait un XOR dessus avec une valeur fixe qui est 9. Ok, intéressant. Donc ça veut dire que il fait une opération XOR au fur et à mesure. Donc il va itérer quelque chose au fur et à mesure et il va faire ça. Mais qu'est-ce qu'il va itérer? Parce qu'en fait on se dit bah local 10 on le sait ce que c'est, hein, c'est ici sur cette ligne-là, c'est le 0x alors je sais plus combien maintenant 41. Enfin c'est en décibel c'était 65. C'est juste ça qui est passé et du coup il fait XOR 65 9, enfin 65 XOR 9 et ça va donner une autre chose. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Bah, en fait, il fait pas que i égale i plus 1, hein, il n'augmente pas que cette variable-là, il dit aussi local 10 égale local 10 plus 1. Donc, si on regarde un petit peu les choses, on se dit, tiens, qu'est-ce que c'est? Déjà, premièrement, si vous amusez à faire 65 XOR 9. D'ailleurs, je peux sûrement le faire euh, ici, je pense. Je ne sais pas si ça va marcher. Est-ce que 65 XOR 9? Voilà. 65 XOR 9, vous voyez, ça fait 72. Alors, si je fais les bonnes choses. Et si on regardait un petit peu à quoi correspond 72 sur la table ASCII, parce que c'est un peu un réflexe, puisque encore une fois, bah, même en votre code en C, quoi qu'il arrive, il comprend pas l'ASCII vraiment tout à fait. En fait, pour lui, c'est des valeurs en hexadécimal, décimal, qu'il va après convertir quand il va les sortir. Et ben, du coup, vous remarquerez que je vais le trouver, 72,
c'est le hash. Et là, vous vous dites, ah, mais attendez, le flag, il est sur quel format? On l'a dit tout à l'heure, HTB pour Hack the Box, et après ouverture des brackets, etc. Et du coup, vous vous dites, mais c'est bizarre parce que si je regarde le code, donc on a dit, hein, parce que dans main, on a vu que de base, c'était en décimale 0x41. Ça correspond à la lettre A. Mais la lettre A, on sait, ça veut rien dire. C'est en gros, c'est une valeur dans le tableau ASCII. On aurait pu que d'ailleurs regarder en, en hexadécimal, hein. C'est un choix pour plus tard pour comment j'ai résolu le challenge de tout changer en décimal, hein, pour me simplifier la vie. Mais du coup, on se dit, ok, mais si je fais 65 plus 1, ça fait 66. 66, hop, 66 XOR 9, ça fait 75. Et 75, hop, pardon, si je refais Manaski, 75, ça fait pas du tout le T. C'est parce qu'en fait, il fait pas exactement ça. En fait, il fait, enfin, oui, il fait plus 1 ici, mais ce qu'il faut comprendre dans la fonction donc de la génération du mot de passe, c'est que on lui a passé quoi en fait dans la fonction? On lui a passé une adresse. Ici, si je reviens sur main, pardon, si on regarde en bas, on lui a envoyé et commercial local 48, et le local 48, c'était 65. Mais là, ce qu'on est en train de faire au plus 1, c'est pas la valeur à l'intérieur de local 10, qui est en fait local 48 dans main, donc le A, etc. En fait, là, on est en train de lui dire quoi? On est en train de lui dire, tu nous changes d'adresse. Tu remontes dans les adresses. Et dans les adresses, à quoi ça correspond? En fait, ça correspond aux autres variables ici. Local 48, donc c'est ce qu'on lui a fait rentrer, mais après on change pour 47, 46, etc. Et en fait, ça revient à dire en gros, on est en train de changer les valeurs ici dans la stack. En gros, on est en train de les explorer les unes après les autres. On a fait 48, on fait 47, on fait 46. Parce que chaque variable a donc une adresse différente. Et vous voyez que, bah, en fait, on peut faire ici le moins 0x47. Bah, si on fait plus 1, on est à moins 0x46. Plus 1, on est à moins 0x45. Et ainsi de suite. Et en fait, c'est ce qu'on est en train de dire à notre programme. Donc en fait, on n'est plus pas en train de faire 66 XOR 9. On est en train de faire 93, qui était en hexadécimal, hein, ça c'est 0x5d, XOR 9. On peut tester. Hop, Python tree. Alors, pardon, j'ai oublié déjà, c'est 80. Combien? Tuc, 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 93, pardon. 93 XOR 9, ça fait 84. On vérifie hein, rapidement dans la table ASCII. 84, si je le trouve, ça correspond bien au T. Donc là, on a trouvé HT. Donc on sait que si on refait l'opération une troisième fois pour du coup 75 ici, et qu'on fait XOR 9 de ça, bah en fait on va obtenir un B majuscule. Si on regarde dans la table ASCII d'ailleurs, on peut le regarder rapidement. Toc toc toc, 66, du coup on obtient ça, et c'est bien le B. Donc on a bien trouvé H, T, B, etc. Ok, donc du coup, en final, la génération du mot de passe, elle est relativement simple parce que c'est que des XOR sur des variables qu'on a déjà, qu'on connaît déjà d'avance, et des valeurs qu'on connaît déjà d'avance. Donc du coup, maintenant, il n'y a plus qu'à les convertir. Et on sait aussi une autre chose, on sait aussi que euh, il n'y en a que 20 globalement. Pourquoi je dis qu'il n'y en a que 20? Parce qu'en fait, dans la boucle, on vérifie entre autres que i ne dépasse jamais 20. Donc on connaît déjà la longueur aussi de notre flag. Et c'est là où, au début de la vidéo, je vous ai dit qu'il y avait plein de choses, parce que bon, bah, j'ai ouvert Ghidra et puis il y a l'exécutable, mais aussi il y a un petit fichier en Python. Parce que pour faire la traduction de tout ça, j'ai fait un petit code en Python. Bon, c'est pas un code super, hein, mais c'est un petit code en Python où j'ai fait des petits tests déjà de base. Le premier test que j'ai fait, en fait, si vous voulez, donc j'ai mis dans une liste toutes les valeurs de toutes les variables hein, qu'on avait là dans main. En gros, donc 65, 93, 75, 114, etc., etc.
Donc j'ai mis ça dans une liste. J'ai créé aussi une deuxième liste que j'ai appelée flag list parce que je voulais juste tester le genre un petit peu des choses. Et j'ai fait une première boucle, en gros, for i in value. Donc value, c'est ma liste où j'ai mis toutes les valeurs. Et en gros, à l'intérieur, je mets le XOR de ça, donc le 65, comme on a fait tout à l'heure. Je fais 65 XOR 9, ça va donner la valeur, je crois qu'on avait dit 72 tout à l'heure, qui correspond donc à un hash en ASCII. Et je les ai juste mis dans cette liste-là. Donc en gros, là, au lieu d'avoir 65, bah, j'ai du coup 72, 93, bah, je crois que ça nous a donné 83 ou 84, je sais plus. Le 75, ça nous a donné 66, donc, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc en fait, il fait juste ça. Cette boucle-là, elle fait juste ça. Mais en fait, bah, je me suis dit, bah, c'est con parce qu'en fait, ça sert à rien. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé aussi une variable flag vide pour le moment. Et à l'intérieur de cette variable vide, bah, ce sera du string. Donc ce sera une chaîne de caractères. Et comment on fait pour convertir une chaîne de caractères, enfin un chiffre, pardon, en décimal en chaîne de caractères? Attention, c'est pas la fonction, enfin c'est pas str, hein, parce que ça aurait juste converti 65 en chiffre en type string, donc ça serait resté 65. C'est chr, c'est char. Et donc du coup, bah, j'ai fait juste une deuxième boucle. Alors j'aurais pu tout faire en une seule boucle, hein, concrètement, c'est sûr, parce que ça sert à rien là. J'aurais pu mettre flag list.append chr, enfin quoi que même j'aurais pu faire directement dans flag, hein, chr i XOR 9, etc. Mais c'est juste qu'au début, bah, j'ai fait des petits tests avant de faire la solution, donc j'ai fait comme ça. C'est pas la meilleure manière, mais bon, c'est une manière comme une autre. Et donc du coup, bah, en gros, cette fois, le résultat, donc quand j'ai fait 65 XOR 9, ça m'a donné 72. Bah, ce 72 avec le CHR, là, je le convertis en lettres. Et du coup, bah, comme ça, il me met dans flag le flag, et après, bah, je le print, hein, tout simplement. Donc si, hop, quit, je fais Python 3 test.py. Là, dès que je vais appuyer sur Entrée, j'aurai le flag du challenge, puisque j'aurai fait toutes les opérations, et ça nous donne bah, quelque chose comme ça, hack de box, 40, etc., etc. J'espère que cette vidéo n'était pas trop longue et vous a aidé à comprendre. J'ai voulu essayer de bien l'expliquer. J'ai trouvé ce petit challenge en easy sur Hackthebox assez intéressant. Et surtout intéressant parce que pour une fois, dans nos challenges de reverse, on s'attaque à la génération du flag, ce qui arrive pas souvent. En tout cas, je n'ai pas de souvenir qu'on ait fait quelque chose comme ça jusqu'à présent. Mais maintenant, on a ça, donc c'est cool, c'est intéressant. Et je vous dis à bientôt.